Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens spéciale élection européenne avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre premier invité est Jérôme Sainte-Marie Sondeur. Suivra dans une deuxième partie Yann Brossat, tête de liste communiste pour les européennes. Bonjour Jérôme Sainte-Marie. Diplômé de Sciences Po, vous avez longtemps travaillé à l'Institut BVA et puis vous êtes maintenant président de l'Institut Pauline Vox. Vous avez publié en 2017 un essai sur le nouvel ordre démocratique et vous intervenez comme chroniqueur régulier à Canal+. À 2 mois des élections européennes et alors qu'on n'est pas encore sorti de la crise des Gilets jaunes, vous allez nous apporter vos analyses sur l'état de l'opinion et du paysage politique. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent de La Croix, par Romain Mazenot de RCF et par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. On connaît depuis donc cette semaine la composition des têtes de liste de toutes les grandes listes, et notamment de celle de LREM. Est-ce qu'on peut dire que la campagne électorale est lancée ou pas tout à fait encore, Jérôme Sainte-Marie ? Oui, vous savez, les campagnes électorales pour les européennes, parfois on a l'impression qu'elles ne démarrent jamais parce que c'est quand même des campagnes de basse intensité la plupart du temps, dans la mesure où une bonne partie de l'opinion s'intéresse peu aux questions européennes, ou bien quand elle s'y intéresse, c'est de manière négative et donc ne veut même pas aller voter à ces élections, ce qui fait que depuis qu'il y a des élections européennes, c'est-à-dire depuis 1979, le taux de participation n'a cessé de baisser élection après élection pour arriver en 2014 à 42% simplement des inscrits qui sont pratiquement allés voter. Et donc c'est effectivement ce qui illustre largement le fait que cette campagne, pour l'instant, elle commence à se dérouler, puisqu'on commence à voir les listes, mais pour l'instant, elle retient relativement peu l'attention, concurrencée qu'elle est par le phénomène des Gilets jaunes. Une première question de Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour, que signifie la composition de la liste de la majorité ? La place de numéro 2 a été accordée à l'écologiste Pascal Canfin. Est-ce que cela marque un changement de politique de la part d'Emmanuel Macron ? Alors, je ne pense pas que ça corresponde au moindre changement de la politique qui sera suivie au niveau national, ni de la politique qui sera tentée au niveau européen. C'est finalement une liste qui ressemble beaucoup à l'esprit de la campagne présidentielle. Vous avez une tête de liste qui est très technocratique, en l'occurrence Nathalie Loiseau, comme l'était d'une certaine manière Emmanuel Macron, qui est issu du Sérail, de l'ENA, tout cela. Et derrière, vous avez des gens qui sont très illustratifs de ce qu'on appelle la société civile, et plus précisément de la réussite dans différents domaines, avec cette petite touche écologique qui est effectivement assez remarquable. Ça tient effectivement à ce que le vote écologique est assez important, plutôt la composition, la part de la préoccupation, la part de la préoccupation écologique dans le vote des Français est beaucoup plus fort lors de ces élections européennes que pour un scrutin habituel ou un scrutin présidentiel. Tout simplement parce que comme c'est considéré par beaucoup de Français comme des élections un petit peu de seconde importance, le professeur Jean-Luc Parodi parle des élections intermédiaires, eh bien, les Français ont tendance à voter pour des sujets qui sont eux-mêmes, à leurs yeux, de moins importance. Finalement, ce vote, c'est un peu un supplément d'âme, si vous voulez, par rapport à la politique habituelle. Et ces candidats de la société civile, parfois des têtes de liste aussi très jeunes, on observe un renouvellement. Est-ce que cela imprime dans l'opinion ? Est-ce que cela correspond à des attentes ? Alors, cette très grande jeunesse des candidats, je pense, mettons, à M. Bardella pour le Rassemblement national. 23 ans, voilà, Manon Aubry, c'est 28 ans, 29 ans, voilà, désormais, pour la France Insoumise. Enfin, tout cela, c'est effectivement assez spectaculaire. Ça peut avoir plusieurs significations. Il y a une signification peut-être un peu préoccupante, c'est que peut-être qu'au fond, les leaders principaux des partis ne souhaitent pas faire leur carrière politique, ne jugent pas important d'aller au Parlement européen. Ils sont députés dans certains cas. Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, ils ne peuvent pas prétendre être députés européens. Maintenant députés aux élections, effectivement. Mais dans ce cas-là, justement, ils pourraient très bien faire un autre choix. Ils préfèrent être députés à l'Assemblée nationale plutôt qu'au Parlement européen. Ça en dit long quand même sur la difficulté qu'a l'échelon européen à s'imposer dans la politique française. Et puis par ailleurs, cette grande jeunesse des têtes de liste correspond sans doute au dégagisme dont on parle depuis quelques années. C'est-à-dire que c'était vrai avant l'élection d'Emmanuel Macron, mais c'est encore davantage vérifié depuis. L'opinion manifeste ce dégagisme, c'est-à-dire cette volonté de renouvellement profond
de la classe politique. Il peut y avoir là une rupture un peu dans la vie politique avec une génération 2017 de visages nouveaux de la politique qui vont émerger et qui balayent un peu toute cette génération qu'on a vue aux commandes depuis les années 2000, en gros. De toute façon, depuis qu'il y a l'effondrement du clivage gauche-droite, depuis 2017 essentiellement, vous avez eu quand même un très profond renouvellement des personnages politiques. Mais est-ce que ça correspond réellement à un changement de matrice, à un changement de contenu idéologique ? Personnellement, moi, je suis extrêmement sceptique. Prenons, par exemple, toujours le cas le plus spectaculaire, M. Bardella pour le Rassemblement national. C'est quelqu'un qui est très jeune, mais qui a fait toute sa carrière au sein même du parti. Donc, c'est totalement formaté, si vous voulez, par cette formation politique. Et apparemment, sa grande jeunesse et la nouveauté de ce visage ne correspondra pas à un renouvellement quelconque du message du Rassemblement national. Oui, l'arrivée de deux philosophes, en revanche, sur les deux principales listes, Glucksmann d'un côté, Bellamy de l'autre. Ah, M. Glucksmann n'est absolument pas philosophe. C'est le fils d'un philosophe, très, comment dirais-je, trop controversé, mais Glucksmann, lui, c'est quelqu'un qui a fait Sciences Po, qui a fait des essais, mais qui n'est pas du tout un philosophe, alors que M. Bellamy... Deux penseurs, disons. On va le dire comme ça. Oui, enfin, il a écrit des livres, mais enfin, bon, voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a une pensée Glucksmann, si vous voulez, qui soit promis à un grand avenir. Pour M. Bellamy, c'est assez différent. François-Xavier Bellamy, c'est une tentative très intéressante des Républicains pour proposer, au fond, un libéralisme économique qui ne soit pas associé, comme c'est le cas pour La République En Marche, à un libéralisme culturel. Cette idée qu'il peut y avoir effectivement un discours sur les valeurs, sur la conservation du mode de vie occidental en France et sur une forme de conservatisme d'ailleurs, au sens une forme de réhabilitation du conservatisme, sans que ça entraîne un changement des engagements économiques de la France. C'est très contestable. C'est d'ailleurs très contesté par un autre philosophe, qui lui est réellement un philosophe, qui est Jean-Claude Michéa, qui lui postule l'unité intrinsèque et nécessaire des deux libéralismes économiques et sociétal. Les Républicains et M. Bellamy vont essayer de nous prouver que ce n'est pas le cas. Corinne Laurent. Le rapport de force qui semble figé pour l'instant autour de La République En Marche et du Rassemblement national enterre-t-il définitivement le clivage gauche-droite ou en est-il une autre forme d'expression en fait ? Oui, j'avais essayé de décrire en 2015, en fait, pour l'élection 2017, ce que serait l'effondrement du clivage gauche-droite. Alors les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme je les avais envisagées, mais tout de même, au second tour de la présidentielle, il faut toujours le rappeler, on a eu deux candidats qui refusaient de se situer dans le cadre gauche-droite. Et M. Macron qui était et de gauche et de droite, et Mme Le Pen qui se disait ni de gauche ni de droite. On voit qu'effectivement, c'est une logique qui perdure, puisque 2 ans après, on va avoir de nouveau un match, même si c'est une élection proportionnelle à un tour, malgré tout, l'attention de la campagne semble se focaliser sur qui va arriver en tête de la liste La République En Marche, qui ne se reconnaît toujours pas dans le clivage gauche-droite, et de la liste qui est soutenue par Marine Le Pen, qui elle-même refuse toujours. Ce n'est pas le cas de tout le monde d'ailleurs au Rassemblement national, mais Marine Le Pen, elle persiste sur une liste ni gauche ni droite. Alors, certains rappellent cependant que derrière, il y a toujours une gauche qui doit rassembler à peu près 25% des électeurs, et la France insoumise, elle, a renoncé à contester ce clivage gauche-droite. La France insoumise, désormais, se considère comme une liste de gauche, qui, à mon avis, explique beaucoup de ses déboires. Et inversement, vous avez, sur la droite, là, une conservation beaucoup plus importante des cadres de l'ancienne politique. Et les Républicains, justement, ont su, pour l'instant, pour l'essentiel, même si M. Raffarin ou M. Juppé ont rallié la Macronie, pour l'instant, les Républicains ont su conserver, si vous voulez, leur identité de droite. Et donc, eux postulent que cette histoire de ni gauche ni droite, ça n'aura qu'un temps. Une dernière question. Une petite question, et la gauche alors, est-ce que son déclin est irréversible ? Vous dites qu'elle pèse encore dans l'électorat autour de 25%. Oui, l'effondrement de la gauche est le phénomène le plus spectaculaire de ces dernières années. Depuis le quinquennat Hollande, l'idée qui soutenait au fond la gauche d'un point de vue électoral, ce n'était pas tellement des questions de valeur, c'était avant tout le fait qu'on considérait dans l'opinion que la gauche, si j'ose dire, avait une option, privilégiée pour les pauvres, et plus précisément
pour les salariés modestes, et que c'était, quand vous votiez à gauche, vous aviez une forme de compensation politique des dégâts du capitalisme. Depuis Manuel Valls et François Hollande, et depuis l'aggiornamento idéologique du Parti socialiste, eh bien, c'est la catastrophe d'un point de vue électoral, puisque là, on a expliqué, enfin, le gouvernement de l'époque a expliqué aux Français que l'important c'était l'entreprise, etc., que tout ça c'était fini, que toute cette défense comme ça des petits salariés, c'était fini. Et ben à ce moment-là, les gens ne sont plus allés voter pour eux. C'est aussi bête que ça. Et donc, on n'est plus qu'à 25%. Et en plus, dans ces 25%, vous avez des gens qui sont de manière, comment dirais-je, logique, mais absolue, opposés entre eux. Notamment sur la question européenne, il y a effectivement très peu de convergence entre l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise qui a voté non en 2005 à l'Europe, et l'électorat de M. Glucksmann, par exemple. Merci Corinne Laurent. C'est Romain Mazneau qui va maintenant interroger Jérôme Satte-Marie dans cette deuxième partie d'émission. Vous avez évoqué, Jérôme Satte-Marie, le nom du candidat Bellamy pour la droite. Il semble qu'il se passe quelque chose. On disait 10%, là on serait plutôt autour de 14%. Est-ce qu'il peut remettre en cause ce match qui semblait joué d'avance entre d'un côté le Rassemblement national et de l'autre la République en marche ? Alors pour l'instant, dans les sondages, il y a quand même un écart toujours très important de 6 à 8 points entre le score de la liste, qui est effectivement autour de 13-14%, la liste LR, c'est 2 points de plus en un mois, c'est pas rien, et la liste de la République en marche. Au moins, si vous voulez, la droite a su, pour l'instant, arrêter l'hémorragie de ses électeurs. Une bonne partie des électeurs de droite se préparaient à aller voter pour la liste de La République En Marche, notamment tous ceux qui étaient effrayés par le mouvement des Gilets jaunes, se disant, au fond, c'est le parti de l'ordre. Donc on va s'en remettre à eux, on ne va pas les affaiblir au moment où il y a cette contestation sociale. Et puis, comment dirais-je, un certain nombre de maladresses gouvernementales, notamment, ont fait que les électeurs continuent à voter pour une part d'entre eux pour les Républicains. Petite chose, les Républicains ont un électorat qui est avant tout issu du vote Fillon. C'est un électorat de gens relativement bien installés dans la vie et souvent qui sont retraités, qui sont en tout cas plus âgés que la moyenne des électeurs. C'est plutôt un atout pour les Républicains, parce que ce sont des catégories sociales et démographiques qui participent beaucoup plus aux élections européennes que les autres. Alors la crise des Gilets jaunes, on va en reparler avec Romain Mazneau de RCF. Alors peut-être commencer par l'interprétation de ce mouvement ou de ce phénomène, je crois comme vous préférez l'appeler. Quelle est l'analyse qui vous semble la plus pertinente ? Est-ce que c'est le clivage géographique entre les métropoles et la France périurbaine ? Est-ce que c'est un retour de la lutte des classes ? Est-ce que vous en faites une lecture plus politique avec finalement les Français qui seraient les plus aux lisières des centres du système contre ces élites, justement ? J'en fais une lecture avant tout sociale et à travers surtout l'étude des sondages qui sont faits sur les soutiens ou les sympathisants du mouvement, d'une part, et puis aussi quand j'ai l'occasion, la possibilité d'aller à Paris assister au rassemblement aux Champs-Élysées ou ailleurs, j'essaie de discuter un petit peu. Est-ce que vous aimez ça, vous faire être sur le terrain, voir les gens? Je trouve ça, moi, quand les gens se déplacent, si vous voulez, quand les gens quittent leur salon pour aller manifester, se rassembler pour une cause générale. Ça m'intéresse beaucoup, d'ailleurs, ce qui fait que j'étais allé voir, par exemple, les foulards rouges. J'avais suivi toute la manifestation, j'ai suivi le rassemblement contre l'antisémitisme à la place de la République, enfin, ce genre de choses. Je trouve ça toujours, en tant que spécialiste de l'opinion, je trouve que c'est même nécessaire, si vous voulez, d'aller voir les gens les plus mobilisés sur une cause. Ces gens-là, donc, quand vous les interrogez, ils parlent de quoi ? Ils parlent d'argent. Ils parlent de fin de mois difficile. Ils parlent de services publics qui seraient moins importants qu'autrefois, à leurs yeux. Ils parlent d'injustice. Et c'est très spectaculaire de voir sur Paris les participants aux manifestations, un peu moins peut-être aujourd'hui, mais c'était très très vrai en décembre et en janvier. Ce sont des gens qui sont de conditions modestes, mais qui travaillent, qui ont du mal à s'en sortir, qui sont souvent venus parfois en covoiturage ou bien en louant un bus, etc., sur Paris. Ils viennent de Champagne-Ardenne, ils viennent de Normandie, ils viennent de petites villes plus ou moins en crise, et ils viennent pour parler encore une fois d'argent. Et d'ailleurs, la réponse du pouvoir a été une réponse sur le pouvoir d'achat. C'est ça qui a fait baisser quand même la mobilisation et puis surtout le soutien de l'opinion à cette cause-là. Il y a une dimension géographique qui ne m'échappe pas complètement, mais qui me paraît seconde par rapport au clivage social. Au fond, si vous prenez un géographe comme Jean-Christophe Guilly, qui a théorisé ce qu'il appelle la France périphérique, il montre bien que se sont déplacés vers les périphéries des métropoles des gens qui étaient chassés notamment par des centres, par la spéculation immobilière. Et que donc, c'est pas
comment dirais-je, c'est pas l'espace qui a créé une conscience sociale, c'est simplement le fait que, pour des raisons économiques, il y a une concentration de certaines couches sociales, comment dirais-je, privilégiées, ou en tout cas aisées, dans les métropoles. Et d'ailleurs, les Parisiens ne participent pas du tout au mouvement des Gilets jaunes. Et inversement, en périphérie, vous avez des gens qui sont d'une condition plus modeste. Vous avez eu l'occasion de dire que la force des Gilets jaunes, c'est de ne pas être structuré. Est-ce que ça veut dire que c'est un phénomène qui n'aura pas de lendemain, qu'il n'y aura pas d'autres mouvements un peu épidermiques contre toute forme de représentation politique, quelque part, dans les mois, dans les années qui viennent ? Alors c'est déjà un mouvement social qui est à peine un mouvement. Alors pourquoi est-ce que je conteste un peu ce mot-là ? Parce qu'un mouvement, il faut justement une idéologie, des chefs, etc. Là, c'est quand même très diffus. C'est pour ça que je parle plutôt de phénomène. Quand on parle des porte-paroles ou des leaders des Gilets jaunes, c'est des gens qui passent bien dans les médias, qui ont été plus ou moins, on ne sait pas très bien comment ça se passe, ils ont été plus ou moins cooptés par le système médiatique pour apparaître, même si certains, on voit bien qu'ils ont une audience très importante sur Internet. Ça, c'est un des critères qu'on dit, tiens, lui, il peut parler au nom des Gilets jaunes. Mais enfin, ça reste très confus. Il n'y a même pas ce qui existait depuis maintenant quelques décennies, des coordinations dans lesquelles les gens votent, l'apparence d'une structuration. Ça n'existe pas pour les Gilets jaunes, et je pense que c'est d'une certaine manière leur force. On l'a bien vu en décembre, début décembre, quand le gouvernement a essayé de rencontrer les responsables des Gilets jaunes. Là, en fait, ils n'y sont pas allés, ou ceux qui sont allés ne sont pas restés, ou ceux qui sont restés ont été contestés par la base. Et n'ayant aucune prise de négociation, eh bien, à un moment donné, il y a eu une petite montée aux extrêmes, et on a abouti à cet événement qui est assez incroyable. Non seulement le gouvernement a retiré sa mesure, enfin la mesure qu'il avait annoncée de taxes sur les carburants, enfin de son augmentation, mais en plus, pour la première fois, je crois, depuis 1968, on a eu un lâchage comme ça énorme de pouvoir d'achat fait aux Français. Je crois qu'il faut revenir véritablement à mai-juin 68 pour trouver comme ça des milliards, bon, ce n'était pas des euros à l'époque, mais des milliards d'euros qui sont subitement lâchés par le gouvernement. Ça prouve bien que ce mouvement a eu un côté tellurique qui a totalement affolé le pouvoir politique. Le fait que la liste La République En Marche fasse la course en tête dans cette campagne européenne, c'était inespéré il y a encore quelques mois. Est-ce que c'est le signe que le président de la République a plutôt bien géré cette séquence Gilets jaunes, grand débat ? Pour l'instant, vous savez, la liste La République En Marche est à peu près à 22-23% dans les sondages, peut-être presque 24%. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le score, au premier tour, du président de la République. Dans une élection qui lui profite plutôt, parce que, comme je le disais, c'est plutôt les gens... après 2 ans au pouvoir, où il s'est beaucoup abîmé avec les Gilets jaunes. Oui, mais justement, il a su, pour l'instant, comment dirais-je, situer le débat politique entre ce qu'il appelle les progressistes et ce qu'il appelle les populistes ou les nationalistes. Et donc, il essaie de détruire, Emmanuel Macron, toutes les alternatives possibles, notamment à gauche ou bien à droite, et en disant « c'est moi ou le chaos », plus précisément, c'est moi ou les populistes. Et il utilise également le mouvement des Gilets jaunes pour continuer à entretenir cette tension. Et il a un bloc social et idéologique, Emmanuel Macron, qui effectivement le soutient et se retrouve très bien dans sa politique. Ce sont les dirigeants d'entreprise, les cadres supérieurs, les gens des métropoles, qui eux ont trouvé dans la formule macronienne de ce que j'appellerais le libéralisme intégré, pour ne pas dire le libéralisme intégral, eh bien ils ont trouvé dans cette formule-là exactement leur aspiration. Et ils n'ont plus d'alternative, notamment pour ceux qui viennent de la gauche. Le Parti socialiste étant dans un tel état, etc., ils ne peuvent pas faire tellement machine arrière, mais ça me paraissait logique pour finir, parce que c'est 23% dans une élection qui concerne moitié moins d'électeurs que la présidentielle, et où les gens qui vont aller voter, qui vont faire ces 40-45%, on ne sait pas encore de gens qui vont aller voter, ont un profil social et démographique qui profite non seulement à la droite, mais qui profite aussi beaucoup à La République En Marche. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, vous dites c'est beaucoup le pouvoir d'achat, mais est-ce que c'est aussi une volonté ou un désir de renouvellement de la vie politique, de participation en tout cas à la démocratie ? Alors oui, il y a certainement une demande démocratique qui n'arrive pas, dans ce mouvement des Gilets jaunes, qui n'arrive pas à trouver son chemin dans les institutions républicaines que nous connaissons. D'où d'ailleurs la popularité parmi ces Gilets jaunes de la revendication d'un référendum d'initiative citoyenne, donc le RIC, et plus largement
ils tâtonnent, ils essayent de trouver des idées de démocratie directe, en fait. Ça nous rappelle d'ailleurs que Ségolène Royal avait une intuition très intéressante qui avait bien fonctionné dans l'opinion, il y a de cela maintenant assez longtemps, avec son histoire de démocratie participative, c'était il y a une douzaine d'années, et elle avait touché juste. Une nouvelle fois sur ce sujet-là, elle sent bien les mouvements d'opinion, et il y a cette demande-là. Le problème, c'est que pratiquement, on ne sait pas très bien comment ça peut fonctionner. Parce que il y a le grand débat qui semble correspondre un tout petit peu au désir d'expression des gens, mais ça ne correspond pas du tout à leur désir de décision. Merci Romain Masneau. On va passer dans la dernière partie de cette émission aux questions de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Juste pour conclure avec ces gilets jaunes, est-ce qu'on peut dire que politiquement, ça va plutôt bénéficier à un parti qu'à un autre, à l'extrême droite en particulier, on pense? Ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point le mouvement des gilets jaunes ne profite pas du tout à la France insoumise, qui aurait pu s'en réclamer. Notamment parce que la France insoumise a pris des positions très marquées à gauche, notamment sur l'immigration, qui la coupe largement désormais des catégories populaires. Il est assez net que ça favorise plutôt le Rassemblement national. Pas trop dans l'immédiat, puisque beaucoup de gens qui soutiennent ou s'identifient aux Gilets jaunes sont arrivés à un tel état de défiance par rapport, on en parlait à l'instant, de la vie politique normale, des structures habituelles de la démocratie, que tout simplement ils vont s'abstenir. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Quelle analyse faites-vous des mouvements populistes en Europe? Est-ce qu'ils se ressemblent tous? Est-ce que la question migratoire sera justement leur point commun qui peut les faire gagner des positions? Alors, comme vous savez, il est très difficile de définir ce qu'est le populisme. Mais disons qu'on peut trouver un point commun dans une forme de nationalisme, tout simplement. C'est-à-dire que c'est la redécouverte et la valorisation, en tout cas, du peuple en tant que peuple national. Et bien sûr, tout cela est stimulé par deux choses, je pense. La mondialisation par le haut, c'est-à-dire le fait que beaucoup de pays sont touchés par des phénomènes de désindustrialisation ou de concurrence avec la Chine, etc. Et que les gens sentent bien qu'il y a une menace importante sur leurs moyens d'existence. Et puis, c'est ce que j'appellerais, c'est pas péjoratif, la mondialisation par le bas, c'est-à-dire via l'immigration. Et là, une menace, cette fois-ci, non pas seulement sur les conditions économiques d'existence, mais sur les conditions sociales et les conditions culturelles. Donc là, effectivement, c'est à peu près commun, me semble-t-il, à tous les pays, et avec une dimension culturelle qui est plus ou moins forte. Très forte en Allemagne, qui a moins de problèmes économiques que nous, peut-être un peu moins forte dans d'autres pays, mais voilà, le modèle pur et parfait, c'est l'Italie pour tout ça. Et quels sont les... En fait, est-ce qu'ils peuvent être suffisamment puissants pour s'unir et être efficaces au Parlement européen? Comment ça se passe si jamais ils remportent un vrai succès, l'étape parlementaire? Alors déjà, effectivement, comme vous avez de plus en plus une cristallisation entre les progressistes d'un côté, les populistes de l'autre, partout en Europe, et notamment en France, ce petit jeu peut aboutir à une victoire des populistes, y compris en France, un jour ou l'autre. On a déjà le cas en Italie. Non seulement en Italie, la formule Mouvement 5 étoiles plus la Ligue a remporté les dernières élections législatives, et il y a une base électorale comme rarement en a eu un gouvernement en Italie, mais en plus, ce gouvernement-là est beaucoup plus populaire aujourd'hui qu'il l'était au début de son entrée en fonction. Donc ça, c'est quand même, quelque chose qui nous fait tous réfléchir. Après, le problème, c'est que comme c'est une alliance de nationalistes, eh bien, forcément, ils ont un peu de mal à se mettre d'accord sur les politiques européennes. Et de fait, une victoire des populistes, en tout cas leur progression, aboutira mécaniquement à un affaiblissement très important des institutions européennes. Alors ça, Marine Le Pen n'a pas envie d'en parler parce que ça, comme les Français sont attachés à l'Union européenne, même s'ils en critiquent les politiques et les institutions, évidemment, les gens français n'ont pas envie, pour des raisons à la fois économiques, mais aussi parce que l'Union européenne apparaît à tort ou à raison comme une garantie de paix, les Français restent attachés à cette notion d'Europe. Mais oui, forcément, si les populistes l'emportent dans les différents pays sur un programme nationaliste, ça ne peut pas renforcer l'Europe. Une dernière question de Louis Dauphren. L'imbroglio du Brexit joue plutôt en faveur des pro-Union européenne et va contre la rhétorique nationaliste ou pas? Le Brexit a très certainement plutôt conforté les Français dans leur attachement à l'Union européenne et à l'euro. Ce qui est très paradoxal d'ailleurs, parce que dans les sondages, on voit sans cesse des critiques virulentes sur l'euro, notamment ce que ça a pu faire sur notre pouvoir d'achat.
Mais malgré tout, il y a cette idée qu'une monnaie forte, une monnaie commune, permet de limiter l'insécurité financière et ne rajoute pas une autre insécurité à toutes celles que nous connaissons. Donc pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de l'euro. Le Brexit a plutôt joué dans ce sens-là, d'ailleurs. Et c'est pour ça que et la France insoumise et Marine Le Pen tiennent aujourd'hui des discours beaucoup plus modérés sur les questions européennes en général et sur l'euro en particulier que durant la campagne présidentielle. Eh bien, merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens et dans un court instant, nous retrouverons notre deuxième invité, Yann Brossat, tête de liste pour la liste communiste. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens spéciale élection européenne avec notre deuxième invité, Yann Brossat, tête de liste pour le Parti communiste. Bonjour Yann Brossat. Bonjour. Ancien élève de Normale Sup, vous êtes agrégé de lettres modernes, vous avez brièvement enseigné en lycée, mais le militant communiste que vous êtes a décidé de consacrer à la vie politique. Alors, à la tête du groupe communiste à la mairie de Paris, vous avez fait alliance avec Anne Hidalgo, et en 2014, réélu, vous voilà donc en charge, maire adjoint en charge du logement. À 38 ans, vous êtes également porte-parole du Parti communiste et tête de liste donc pour les européennes. Alors avant de passer les questions politiques et économiques avec mes collègues de la Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF, une question comme je le pose à tous les invités, quel est votre désir d'Europe, Yann Brossat ? Vous savez, je suis né, vous l'avez dit, en 1980, j'ai 38 ans. Et pour moi, l'Europe, comme pour beaucoup de ma génération et des générations suivantes, c'est une évidence. Parce que l'Europe, au départ, c'est une très belle idée. C'est la promesse de paix, une promesse de prospérité, la promesse que nous serions plus forts ensemble face aux États-Unis et face à la mondialisation. C'est une belle promesse. Le problème, c'est que cette promesse a été gâchée et qu'aujourd'hui, l'Union européenne, ça n'est plus du tout cela. Et qu'au lieu d'avoir un espace de coopération, un espace de partenariat qui nous permettrait de contrer la mondialisation libérale, l'Europe, au contraire, a poussé les feux du libéralisme. Et tous les traités européens qui ont été votés depuis des dizaines d'années maintenant, qui parfois nous ont été imposés, sont des traités qui reposent sur deux dogmes. D'une part, l'austérité, d'autre part, la mise en concurrence généralisée. Et tout cela a une conséquence, c'est que nous vivons de plus en plus mal en Europe. Et donc je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle d'une transformation profonde de l'Union européenne. Comment faire en sorte que cette Union européenne soit autre chose que cette machine à fabriquer de la régression sociale. C'est, je crois, l'un des enjeux de ces élections européennes. Une première question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Comment se fait-il que, face à cette constatation, l'opinion se dirige vers les populistes plutôt que vers vous ? D'abord, c'est une très bonne question et c'est un constat que malheureusement je partage. Il y a une grande colère face à l'Union européenne. De plus en plus d'Européens qui sont dégoûtés du cours actuel de l'Union européenne. Et effectivement, ils se tournent vers l'extrême droite et vers les populistes. Eh bien, tout simplement parce que la stratégie du bouc émissaire est une stratégie facile et qu'il est plus facile de regarder du côté de l'immigré auquel on reproche d'avoir pris son propre travail que de regarder une réalité qui est plus complexe. La réalité, c'est que ce dont nous souffrons aujourd'hui en Europe, ce sont ces politiques d'austérité. Et contrairement à ce qu'elle affirme, l'extrême droite, elle n'est pas contre ces politiques d'austérité. D'ailleurs, les alliés de Mme Le Pen en Autriche, ils dirigent l'Autriche en ce moment, ils viennent de décider de la semaine de 60 heures de travail. Et donc, les alliés de Mme Le Pen sont favorables à l'allongement de la durée du travail. Il faut que nos concitoyens d'Europe le sachent. Ces gens-là ne portent pas le progrès social. Donc, il y a une opération vérité à faire sur le vrai programme de l'extrême droite en Europe. Est-ce que socialement parlant, j'entends votre profil, vous représentez des centres-villes plutôt gentrifiés, le fait que par vos études, etc., vous représentez un certain niveau social, ça c'est quand même en net décalage avec le discours qu'on peut tenir sur le populisme, sur la misère, sur les souffrances. Est-ce que ça vous éloigne pas en fait d'un certain public ? D'abord, vous savez, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas fortunée. Ma mère a commencé sa carrière en étant ouvreuse au cinéma et j'ai réussi ma carrière professionnelle parce que j'ai fait des études et c'est ce qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Simplement, j'insiste sur un point.
c'est que notre liste, la liste que nous présentons à ces élections européennes, sera la seule liste constituée à 50% d'ouvriers et d'employés, c'est-à-dire la proportion qui existe dans la société française et que malheureusement on ne retrouve jamais dans nos institutions. En numéro 2, sur ma liste, il y a Marie-Hélène Bourlard. Elle est ouvrière du textile. Elle est d'ailleurs l'héroïne du film de François Ruffin, Merci patron. Eh bien, si elle est élue, elle sera la première femme ouvrière à rentrer au Parlement européen. Donc je suis bien conscient du gap qu'il y a entre nos institutions et la réalité de la société française, et notre liste vise justement à répondre à cet enjeu-là. Vous nous avez dit on veut une Europe plus juste socialement. L'un des grands enjeux apparemment de cette élection européenne, ça va être aussi la question écologique. J'ai pas tout à fait moi compris la position du Parti communiste pour cette transition écologique. Quelle est votre proposition phare? Est-ce que c'est zéro énergie carbone? Vers où on va? Est-ce que c'est plus de nucléaire? Comment en simplifiant? C'est un enjeu absolument fondamental. D'ailleurs, moi je suis ébloui par le nombre de jeunes qui se mobilisent en ce moment sur les enjeux du climat. Simplement, on ne peut pas à la fois défendre le climat et d'autre part continuer à défendre le libéralisme à tout crin. D'ailleurs, lorsqu'il a démissionné, Nicolas Hulot l'a dit très clairement. Il a démissionné en disant « J'ai face à moi un gouvernement qui obéit aux lobbies financiers plutôt que de répondre aux enjeux climatiques ». Donc 2 propositions concrètes. Première proposition, il faut investir massivement pour la rénovation énergétique de nos bâtiments. On ne le dit pas assez, mais 40% des dépenses énergétiques en Europe, c'est la mauvaise isolation des bâtiments. C'est un sujet que je traite à Paris en tant qu'adjoint au logement. Et d'ailleurs, quand on rénove un bâtiment, notamment un bâtiment d'habitation, on fait de l'écologie sociale parce que non seulement on diminue la consommation énergétique, mais on diminue la facture payée par les locataires et les petits propriétaires. Donc un grand plan à l'échelle européenne de rénovation de nos bâtiments. Et puis deuxièmement, la question des transports, et notamment du ferroviaire. On a aujourd'hui une Union européenne qui met en concurrence le service public ferroviaire. On va d'ailleurs le voir en France suite au vote de la loi sur la SNCF, et on le sait très bien ce qui se passe dans ces cas-là. Ce sont les petites lignes de chemin de fer qu'on ferme, et on a d'ailleurs beaucoup de mobilisation en ce moment dans nos régions de France sur cette question-là. Donc il faut faire le choix du service public et non pas le choix de la mise en concurrence que l'Union européenne nous impose depuis maintenant trop d'années à coup de directives. Louis Dauphren. Vous êtes opposé au fait que d'autres trains circulent sur les voies ferrées françaises? Totalement. Moi, je pense que la tradition française est une tradition qui fonctionnait bien. C'était la tradition de services publics adossés sur des entreprises publiques qui bénéficiaient d'un monopole. Et très sincèrement, ça fonctionnait plutôt bien. Quand on compare la situation que nous avions avec la SNCF à la situation désastreuse des trains en Grande-Bretagne, ça ne me donne pas envie de suivre ce chemin-là. Et donc je pense qu'en mettant tout en concurrence, en se laissant imposer des directives européennes qui sèment la concurrence partout, on fait du mal aux services publics, on fait du mal au climat, on fait du mal à nos régions, parce que des petites lignes de train qui ferment, en considérant que seules doivent subsister les lignes rentables, ça n'est bon pour personne. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui. L'écart Macron, vous en faites quel bilan? C'est un bilan désastreux. Enfin, quand même. On a des gens qui se mobilisent sur le climat, par millions, partout à travers le monde. Et nous, en France, on remplace des lignes de train, considérées comme non rentables, par des cars. Enfin, c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé une 3e classe. Il y a les 2 premières classes dans le train, et puis on crée une 3e classe pour les pauvres, sous forme de cars qui polluent. Enfin, c'est quand même pas ma vision du monde. Et donc, je pense qu'au contraire, on doit préserver les petites lignes. Certes, elles ne sont pas rentables, mais elles sont utiles socialement, utiles pour les territoires et utiles pour le climat. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Comment faire baisser le prix de l'immobilier à Paris? C'est un vrai sujet. Alors je rappelle que vous êtes en charge du logement et que vous avez écrit également un livre sur le phénomène Airbnb et le logement. Je dirais 2 choses. D'abord, il y a une politique que nous menons à Paris qui est une politique très volontariste de développement du logement social. Vous savez qu'en l'espace de 15 ans, Paris est une ville qui est passée de 11% de logements sociaux à 23% de logements sociaux. Et parmi les grandes métropoles du monde, nous sommes sans doute l'une des grosses métropoles les plus dotées en logement social. Ce qui fait que 500 000 Parisiens bénéficient aujourd'hui d'un logement social. C'est quasiment un Parisien sur 4. Cela dit, ça ne suffit pas. Parce que dans le même temps, les prix dans le parc privé continuent à grimper. C'est la raison pour laquelle moi je souhaite
qu'on puisse remettre en place à Paris l'encadrement des loyers, c'est-à-dire faire en sorte qu'un propriétaire ne puisse pas dépasser un certain niveau de loyer. Nous avons d'ailleurs obtenu du gouvernement la possibilité de remettre en place cet encadrement et nous souhaitons que le gouvernement puisse publier très vite les décrets de telle sorte que cette mesure soit mise en application. Ça se révèle efficace? Ça s'est révélé efficace, puisque entre 2015 et 2017, les loyers ont été encadrés à Paris, et pour la première fois, au cours de ces 2 années-là, les loyers n'ont pas augmenté, alors même que pendant les 10 années précédentes, les loyers avaient augmenté de 50%. Donc ça a marché, et moi je souhaite donc qu'on puisse le remettre en place, de telle sorte qu'on ait des loyers qui soient un peu plus compatibles avec les revenus des classes moyennes. Maintenant, ça n'a pas d'incidence sur le prix du foncier. Oui, mais le problème, c'est qu'une ville n'a pas la possibilité de fixer des prix de foncier, sauf lorsqu'elle est propriétaire de ce foncier. Dans le régime communiste aussi. Oui, mais enfin, on est en France et les communistes n'ont pas encore gagné les élections nationales. Vous le feriez? Moi, je pense qu'on devrait en tout cas travailler à des prix encadrés. Et je pense que ce serait une bonne chose qu'on ne puisse pas avoir des prix de vente de logements à 15 000 ou à 20 000 euros du mètre carré, comme on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, ça pose une autre question. Et là, pour le coup, l'État pourrait nous permettre d'agir. On voit que dans nos grandes métropoles, on a aujourd'hui de plus en plus de logements qui sont vendus à des gens qui en font des résidences secondaires. C'est-à-dire qui sont vendus à des investisseurs étrangers, parfois qataris, parfois britanniques, parfois chinois. Moi, ça me pose un problème. C'est-à-dire que quand je vois qu'à Paris, nous avons 100 000 logements qui sont des résidences secondaires, parfois occupés 1 à 2 semaines par an, alors qu'on a à côté des gens qui dorment dehors faute de logement, je pense que c'est un vrai sujet. Et je vois que d'autres villes comme Berlin ont par exemple décidé d'interdire les résidences secondaires sur leur commune. Eh bien, je souhaite que l'État puisse nous permettre d'engager une réflexion sur ce sujet. Merci, ça sera un projet. Wilfried. Moi, j'y On va suis favorable. changer. C'est Corinne Laurent qui va poursuivre les questions à notre invité Yann Brossa. Juste pour finir sur ce sujet, Yann Brossa, vous voulez aller plus loin donc, sur cette question des résidences qui ne sont pas des résidences principales à Paris? Juridiquement, c'est possible. Juridiquement, nous n'avons pas la possibilité de le faire, puisque cela dépend d'une législation nationale. La ville de Paris ne peut pas agir sur cette question. Mais je pense qu'en tout cas, ça mérite une réflexion. Corinne Laurent de la Croix. Bonjour, la liste La République En Marche est connue. Que dit-elle du projet européen d'Emmanuel Macron, selon vous? C'est un projet qui est très libéral. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a dans la démarche d'Emmanuel Macron une contradiction fondamentale. J'ai lu avec attention la lettre qu'il a envoyée aux citoyens d'Europe. Il nous dit « Je veux une Europe qui protège ». Simplement, ce que je constate, c'est que depuis 2 ans, la politique qu'il a menée en France n'est pas du tout une politique qui protège les Français. En tout cas, pas les Français modestes et pas les Français de la classe moyenne qui n'ont que leur travail pour vivre. Il a au contraire précarisé les Français. Et donc je ne vois pas comment il peut aujourd'hui se présenter aux élections européennes en nous disant « À défaut de vous avoir protégé en France, je vais vous protéger en Europe ». Alors, votre liste comporte une ouvrière, vous l'avez dit. D'autres listes sont composées de personnalités issues de la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique ne serait plus l'apanage de professionnels? Je pense que la politique souffre d'avoir été trustée par des professionnels de la politique. Et que la politique gagnera à avoir en son sein beaucoup plus de gens qui viennent de la société telle qu'elle est. Enfin, quand on voit qu'au Parlement européen aujourd'hui, on a en tout et pour tout 3 ouvriers, pas une seule femme, 3 ouvriers sur 751 eurodéputés. Comment on veut que les Français, que les Européens puissent se reconnaître dans leurs institutions dès lors que celles-ci sont à ce point éloignées de la réalité de la société. Donc oui, je pense que c'est un vrai sujet. Il y a sur ma liste beaucoup de syndicalistes, de militants associatifs qui, je crois, sont à même d'incarner ce qui se passe dans la société telle qu'elle est. Rappelons juste, vous aviez dans la majorité, enfin dans le Parlement là, qui va s'arrêter, 2 élus communistes, c'est ça? Il y avait 3 élus Front de gauche, il me semble, et dont 2... Non, nous avions 3 eurodéputés. Oui. Et d'ailleurs, les communistes ont toujours eu des représentants au Parlement européen depuis 1979. Et nous sommes d'ailleurs la seule force politique de gauche
à nous être opposés à tous les traités européens ultralibéraux dont nous souffrons aujourd'hui, ce qui fait que nous avons une forme d'originalité dans le paysage politique français. L'objectif, là, les sondages vous donnent à 2-3%, c'est pas très élevé. Vous espérez donc L'objectif, c'est de faire beaucoup plus, parce que je suis convaincu qu'on a besoin d'avoir des eurodéputés communistes au Parlement européen. C'est d'avoir plus de députés que nous n'en avions. Donc cela suppose de faire 6-7%, en tout cas d'augmenter l'influence du Parti communiste. Et moi, je pense que c'est essentiel, parce que quand je vois le bilan, ce que nos élus ont porté au Parlement européen, le refus du 4e paquet ferroviaire qui conduit à la mise en concurrence dans le secteur ferroviaire, le refus du dumping social, le refus d'avoir au sein de l'Union européenne des paradis fiscaux, c'est une spécificité du combat que nous menons et je pense que ça vaut le coup que nous ayons demain des représentants à Strasbourg et à Bruxelles. Corinne Laurent. Pour avoir des représentants, justement, est-ce que vous n'auriez pas eu intérêt à prendre part à une liste d'union à gauche au lieu de partir seul? D'abord, moi, j'aurais souhaité que nous soyons plus unis. Et d'ailleurs, je me suis adressé à de nombreuses reprises à Jean-Luc Mélenchon comme à Benoît Hamon. Après, il faut aussi dire les choses de manière honnête et sincère. Cela fait longtemps que la gauche est traversée de divisions et de débats sur les enjeux européens. Je le disais, nous sommes la seule force politique de gauche à nous être opposés à tous ces traités européens, y compris d'ailleurs le traité de Maastricht. Donc, ce qui ne serait pas honnête, ce serait d'avoir sur une même liste des gens qui disent tout et son contraire. Donc moi, j'assume la spécificité du Parti communiste dans cette campagne. Nous avons, sur les questions européennes, une cohérence, une constance dans nos combats, une forme de sincérité. Et je pense que dans une période de crise de la politique, ça fait du bien d'avoir des gens sincères qui n'ont pas dévié tous les 4 matins au gré de leurs intérêts. Mais c'est quand même curieux, finalement, que vous êtes arrivé à faire des alliances au niveau local, à la mairie de Paris, et que vous n'arriviez pas à faire un minimum de convergence au niveau européen, où les enjeux sont quand même aussi importants. Vous savez, là aussi, soyons sincères, ça a toujours été le cas. Le Parti communiste a toujours réalisé des alliances au niveau local et pas d'alliance aux élections européennes, pour la simple et bonne raison que ça n'est pas le même sujet. Que autant nous pouvons nous mettre d'accord avec les socialistes pour faire du logement social, pour faire de l'hébergement d'urgence, pour lutter contre la pollution atmosphérique, puis dans le même temps, on n'est pas d'accord sur les enjeux européens. Le Parti socialiste a voté tous les traités européens. Il a voté le traité de Maastricht, il a voté le traité constitutionnel européen. François Hollande a fait adopter l'ensemble de ces mesures dès qu'il est devenu président de la République, alors même qu'il avait dit qu'il allait renégocier. Donc, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Sur ces sujets-là, nous ne sommes pas d'accord. Corinne Laurent de La Croix. Oui, 3 ministres viennent de quitter le gouvernement. 2 d'entre eux, Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, visent Paris. Est-ce que leur candidature au municipal en 2020 représente une menace pour l'alliance que vous constituez justement avec Anne Hidalgo, excusez-moi. D'abord, le débat va s'ouvrir. Je leur souhaite une bonne campagne. Moi, je ne suis pas hostile à ce qu'ils soient candidats. Enfin, c'est la démocratie et c'est en soi respectable. Simplement, ils traîneront, de mon point de vue en tout cas, le bilan du gouvernement comme un boulet. Et ils ont été tous les deux des défenseurs zélés de la politique gouvernementale, qu'il s'agisse de la baisse des APL, du gel des retraites, du gel des allocations familiales. Et donc, ils devront rendre des comptes sur la politique qu'ils ont menée au sein du gouvernement. Ils ne feront pas oublier d'un claquement de doigts tout ce qu'ils ont fait en tant que ministres. Donc, ils l'assumeront. Et puis, on ne se privera pas de le rappeler, d'ailleurs. Et vous, Une dernière question, Corinne toute petite question. Quelle sera votre stratégie pour ce scrutin? Est-ce que vous serez candidat? Non, moi je suis candidat aux élections européennes. Je me consacre aujourd'hui totalement à cette tâche. Et si je me suis engagé dans cette bataille, c'est aussi parce que comme élu local, j'ai été confronté à un certain nombre de sujets et j'ai bien vu qu'ils ne pouvaient être réglés qu'à l'échelle européenne. Si vous me permettez juste en un mot de vous prendre un exemple concret. Vous l'avez dit, à Paris, nous nous sommes battus contre Airbnb, cette multinationale, cette plateforme qui transforme toute une série de quartiers parisiens en hôtels clandestins. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des logements qui ne servent plus qu'à héberger des touristes et non plus des habitants. Et nous avons cherché à réguler ce phénomène. Et que fait Airbnb aujourd'hui? Airbnb se tourne vers la Commission européenne en cherchant à casser nos législations locales et nos législations nationales. Donc moi, ça me pose une question fondamentale. Est-ce que le rôle de l'Union européenne,
c'est d'édicter des règlements sous la dictée de ces multinationales. Ou est-ce que le rôle de l'Union européenne, ça ne devrait pas être plutôt de tenir tête à ces multinationales? Parce qu'on pourrait quand même se dire que l'Union européenne, c'est la bonne échelle pour faire front face à ces multinationales. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, si on veut que ça change en France, il faut que ça change à l'échelle de l'Europe, et c'est pour ça que j'ai choisi d'être candidat. Merci Corinne Laurent, c'est Romain Masneau qui va vous interroger dans la dernière partie de cette émission de Face aux chrétiens. La convergence fiscale, c'est un rêve ou ça vous semble un objectif réalisable à l'échelle européenne? En tout cas, c'est une exigence majeure. Et ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait à l'intérieur même de l'Union européenne des paradis fiscaux. Parce que on ne le dit pas assez, mais l'évasion fiscale à l'échelle de l'Union européenne, c'est 1 000 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année. À l'échelle de la France, c'est 100 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année. Et on a à l'intérieur même de l'Union européenne des États qui sont des paradis fiscaux. Le Luxembourg est un paradis fiscal. Bon, on a quand même eu le mauvais goût, en plus de ça, de confier la présidence de la Commission européenne à l'ancien chef d'État du Luxembourg, ancien ministre des Finances du Luxembourg, c'est-à-dire l'homme qui a mis en place ces lois fiscales qui font que le Luxembourg est un paradis fiscal. Donc, moi, je fais une proposition simple. Je pense qu'il faut mettre en demeure ces 5 États européens qui se conduisent comme des paradis fiscaux et qui font de l'Union européenne une passoire fiscale. Parce qu'on a aujourd'hui des multinationales qui localisent fiscalement leurs bénéfices en Irlande ou au Luxembourg pour ne pas avoir à payer leurs impôts en France. Enfin, c'est quand même invraisemblable. On dit Union européenne, ça veut dire que c'est une union. C'est pas fait pour se tirer dans les pattes, c'est fait pour se serrer les coudes. Donc on a un vrai sujet. Romain Masneau, RCF. Yann Brossat, vous souhaitez sortir des traités européens ultralibéraux, dites-vous. Comment vous comptez vous y prendre concrètement? Quelle stratégie adopter? Je pense que la France doit mener sa propre politique, indépendamment de ce que nous impose l'Union européenne. Je ne dirais même pas qu'il faut sortir des traités, je dirais qu'il faut s'affranchir des traités européens, faire notre politique. L'Union européenne, elle ne doit plus nous imposer des politiques qui ne correspondent pas à ce que souhaite le peuple français. En restant dans l'Union européenne? Oui. Moi, je ne suis pas favorable à une sortie de l'Union européenne. Et je suis convaincu que si la France... Et en gardant l'euro instauré par le traité de Maastricht que vous avez dénoncé tout à l'heure. Je prends la réalité telle qu'elle est. Mais je pense que la France doit cesser de se comporter comme si elle était une nation secondaire. La France est une grande nation qui a construit un secteur public puissant, qui a conçu une certaine forme de service public adossée à des entreprises publiques. Ça fonctionnait relativement bien. Et on a aujourd'hui une Union européenne qui, depuis maintenant des années, nous impose de casser nos monopoles publics, de réduire la sphère publique. Enfin, quand même, en 20 ans, nous avons perdu la moitié de nos maternités. En 20 ans, la moitié de nos maternités, parce qu'on nous a imposé des politiques d'austérité. Eh bien, je le dis, on vivrait mieux avec ces maternités de proximité. Pas seulement, Yann Brossat, c'est aussi tout simplement parce que le fait est qu'il n'y a plus suffisamment d'accouchements dans ce stade de maternité et que pour des questions même de sécurité, on le sait bien, de santé publique, il vaut mieux fermer parfois des maternités que de prendre des risques. J'étais encore il y a quelques jours à Creil. À Creil, il y avait 1500 naissances par an. Qu'est-ce qui justifie qu'on ferme cette maternité? Rien. Et la réalité, c'est qu'on a aujourd'hui de plus en plus de femmes qui accouchent sur l'autoroute. On a encore eu un cas récent au Blanc, j'y étais la semaine dernière au Blanc, dans l'Indre, où on a eu le cas d'un enfant qui est né chez ses parents, je crois qu'il s'appelle Anatole, parce que la maternité a fermé au Blanc. Enfin, où est la sécurité lorsque des femmes vivent à plus de 45 minutes d'une maternité? Le nombre de femmes qui vivent à plus de 45 minutes d'une maternité a doublé depuis 20 ans dans notre pays. Donc, ce choix de sacrifier nos services publics sur l'autel des politiques d'austérité, tout ça est une mauvaise politique. Et donc, la France ne doit plus se plier à ces règles-là. La gauche est divisée sur l'immigration. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans le diagnostic qu'a posé Marine Le Pen depuis longtemps sur le fait que le grand patronat capitaliste aurait ouvert grand les vannes de l'immigration pour peser à la baisse sur les bas salaires, notamment ceux des ouvriers? Mais ce qui conduit à ce que les travailleurs d'Europe soient mal payés, c'est qu'on met en concurrence à l'intérieur de l'Union européenne des travailleurs qui ont des conditions salariales extrêmement variables. C'est vrai que ça n'est pas normal d'avoir à l'intérieur de l'Union européenne des salariés qui ont un SMIC à 200 ou 300 euros. Et il est honteux de dire aux travailleurs français
si vous ne vous serrez pas la ceinture, on va délocaliser l'usine en Pologne ou en Roumanie. Mais la réponse à ça, ça n'est pas le racisme. La réponse à ça, c'est l'harmonisation sociale par le haut. C'est faire en sorte qu'on tire tout le monde vers le haut. D'ailleurs, au départ, on nous a vendu l'Union européenne comme ça. On ne nous a pas dit on va créer l'Union européenne pour expliquer aux Français qu'il faut qu'ils se mettent au niveau du roumain. On nous a dit on va tirer tout le monde vers le haut. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'à force de mettre en place cette concurrence libre et non faussée, l'Union européenne tire les travailleurs d'Europe vers le bas. Depuis 10 ans, le taux de travailleurs pauvres en Europe est passé de 7% à 10%. Mais moi, le combat que j'ai envie de mener, c'est précisément le combat de l'harmonisation sociale pour faire en sorte qu'on puisse vivre de son travail partout en Europe. Une dernière question, Romain Masneau, courte. Est-ce qu'il faut des quotas de migrants en Europe? Moi, je ne suis pas favorable à ces logiques-là. Vous savez, en 2015, c'était le pic de la crise migratoire. Moi, je l'appelle plutôt crise de l'accueil. Et en 2015, il y a eu 1 million de réfugiés qui sont venus en Europe. 1 million, ça représente 0,2% de la population de l'Union européenne. Et faire tourner tout le débat politique autour de ces 0,2%, je pense que c'est d'une démagogie sans nom. Donc moi, j'assume, je pense qu'il faut accueillir, pas n'importe comment, mais il faut accueillir. Et accueillir, cela suppose d'héberger. D'ailleurs, vous savez, je vis à 200 mètres d'un centre d'hébergement pour réfugiés qui a ouvert dans mon arrondissement. Les choses se passent bien parce qu'il y a une association qui s'occupe de ces hommes et ces femmes-là. Ça suppose de s'organiser. Et si on passait plus de temps à organiser l'accueil qu'à nourrir des polémiques, à mon avis, l'Europe s'en porterait beaucoup mieux. Alors, Yann Brossa, nous voilà arriver au terme de la conclusion donc, de cette émission. Je vais vous donner la parole pour dire qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous regardent sur l'Europe que vous voulez. Et vous avez 30 secondes. Moi, j'ai envie de leur dire que l'Europe mérite d'être bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une Europe qui nous tire vers le bas. Moi, je rêve d'une Europe qui nous tire vers le haut, qui tire les salaires vers le haut, qui tire les conditions de travail vers le haut, bref, qui nous permette d'accomplir la mission qui était la mission originelle de l'Union européenne dont elle s'est malheureusement éloignée. Eh bien, merci beaucoup à nos deux invités, Jérôme Sainte-Marie et Yann Brossa. Nos invités la semaine prochaine pour ces émissions spéciales européennes seront les candidats Jean Lassalle et François Asselineau. Vous pouvez nous retrouver d'ici là sur les sites donc, de KTO, de Radio Notre-Dame, de RCF et de La Croix. Bonne semaine à tous.